Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Snapshot de l'industrie du wealth en 2021. Elias Ganem, Global Head of Market Intelligence chez Capgemini Financial Services. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est non seulement, qu'on a montré ces chiffres, et c'est important de confirmer qu'il y a une croissance, mais surtout ce qu'on a révélé, c'est le changement du comportement du consommateur, le High Net Worth Individuals, qui maintenant demande ce qu'on appelle la Hybrid Advisory. Il a besoin d'être aux commandes. Il ne peut plus accepter d'aller rencontrer son conseiller et que son conseiller le guide dans ce qu'il fait. Il a besoin de ça, mais il le fait de moins en moins. Il le fait de plus en plus virtuellement, puisque pendant 1 an et demi, il a fait que virtuellement. Et surtout, il a besoin d'être en contact avec son portefeuille. Il a besoin de pouvoir faire ses downloads comme il veut. Il a besoin de signer ses contrats de façon digitale. Et le monde digital, même dans le secteur du High Net Worth Individual, est là pour durer. Et ça, c'est le point important qui ressort du rapport. Un épisode où l'on regarde de très près le World Wealth Report et le FinTech Report publié récemment par Capgemini. Concernant l'état de la fortune dans le monde, Elias nous donne des éléments chiffrés et nous explique comment la richesse des différentes zones mondiales a évolué ces 25 dernières années, avec notamment l'émergence des pays asiatiques. Nous regardons également de près l'évolution de l'allocation d'actifs et la manière dont la richesse générée par la tech est réinvestie par les jeunes entrepreneurs, bien loin des schémas traditionnels d'allocation de portefeuille. Nous parlons de la croissance exponentielle des family office et de l'arrivée de la wealth tech. Étude également qualitative, cette analyse à grande échelle permet à Capgemini de pointer du doigt les tendances et les évolutions à attendre. Elias souligne le gap technologique de la banque privée du fait du manque d'investissement et les différentes pistes à élaborer pour renforcer les liens de ces acteurs historiques avec leurs clients. Nous prenons pour illustrer cela un cas d'usage auquel Capgemini a été confronté avec un de ses clients et la manière dont le groupe s'y est pris pour accompagner la mise en œuvre de ce digital onboarding. L'identification du besoin, le sourcing des prestataires et l'intégration. Nous regardons également le cas de Marcus et la manière dont Goldman Sachs s'y est pris pour lancer cette société. Enfin, nous terminons par le positionnement des Big Tech et la manière dont ces géants collaborent avec l'industrie bancaire en général. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Elias. Bonjour Solène. Alors, merci beaucoup de m'accueillir chez Capgemini. On a une vue assez incroyable sur la terrasse, sur tout Paris. C'est vraiment incroyable. Alors, on est là pour parler de pas mal de choses. Il y a 2 sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Le premier, qui m'intéresse tout particulièrement, qui est celui du World Wealth Report que vous avez sorti très récemment. Et puis, j'aimerais qu'on parcourt ensemble un cas d'usage. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs et nous parler de ton expérience au Liban? Tout à fait. Donc, je suis Elias Ganem. Je suis actuellement le directeur de l'intelligence de marché de Capgemini pour le secteur financier. C'est un poste que j'occupe depuis 2 ans, après avoir été le Chief New Technology Officer pour l'Europe. Et avant cela, j'ai eu l'opportunité de travailler un peu à travers le monde. Et comme tu peux te rendre compte, je suis libanais, donc je vais te parler de mon expérience au Liban. Mais avant cela, j'ai eu la chance de travailler en Amérique latine, à Buenos Aires, puis à Miami, puis à Singapour, puis à Barcelone, entre-temps à Beyrouth. Et je suis de retour en France après 25 ans pour la première fois. Et c'était dans quel secteur? Le secteur financier? Tu as toujours été dans le secteur financier? J'étais pas mal dans le secteur financier, toujours dans le paiement, 12 ans chez Visa. Ok. Où je m'occupais à la fin du conseil chez Visa et on allait voir les banques en leur disant « il faut que vous vous mettiez dans le e-commerce ». Et les banques nous disaient « non, le e-commerce, pour nous, le e, c'est adulte et gambling. Et nous, on ne fait pas de l'adulte et on ne fait pas du gambling ». Et donc, de là, le monde a commencé où il fallait amener les banques à se transformer petit à petit. Après ça, j'ai rejoint PayPal en tant que directeur général en Asie du Sud-Est, où là, j'avais une chance inouïe parce que je gérais Singapour, Malaisie, l'Indonésie, l'Inde. Imagine la différence de maturité. Puis on m'a dit, tiens, tu es libanais et si tu lançais PayPal au Moyen-Orient? Et là, je me suis... Donc, on est allé avec toute la famille. Entre-temps, on a fait nos enfants un peu partout. On a des Argentins, on a des Américains à la maison. Et on est allé s'installer donc au Liban. Et j'ai lancé PayPal au Moyen-Orient. Et là, j'ai eu une chance inouïe de lancer PayPal en Égypte, en plein milieu de la révolution égyptienne.
Wow. C'est un peu particulier comme expérience. Le jour du lancement, donc on avait une conférence de presse, comme il se doit, et on la faisait au Caire, si ce n'est qu'on a eu 10 minutes de retard parce qu'il fallait éviter une révolution. C'est très sympathique. Un petit Quelle anecdote incroyable. Quand Exactement, c'est beau à vivre. Et puis après ça, ayant passé beaucoup de temps à travailler avec des startups, PayPal étant autour des startups en permanence, j'ai attrapé le virus. Donc j'ai quitté PayPal et j'ai lancé une fintech entre Dubaï et Singapour. Et on l'a appelée Teller. C'était une plateforme de paiement et une plateforme de financement pour les marchands. La boîte a très bien marché, elle marche toujours, elle est basée entre Dubaï et Singapour, elle croît très bien et c'est une des grandes plateformes de paiement du Moyen-Orient. J'ai fait ça pendant quelques années, j'ai trouvé ça passionnant et je dois dire très dur. Le côté start-up est toujours très glamour de l'extérieur et très difficile de l'intérieur. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, puis après je me suis dit que j'avais une connaissance corporate, un paquet d'années dans le corporate, et une connaissance start-up. Il était grand temps de mettre ça, d'utiliser ça à bon escient. Et c'est là où j'ai rejoint Capgemini pour être un peu le pont entre le monde des start-up et le monde des corporates. Et c'est passionnant. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on parle du World Wealth Report, donc parce que vous publiez des rapports qui sont beaucoup lus. On viendra également sur les autres rapports, mais celui-ci, moi en tout cas, m'intéresse particulièrement parce que comme tu le sais, j'ai quand même travaillé longtemps dans l'industrie du wealth management, donc je trouve que les sujets que vous avez traités dans ce rapport sont vraiment très intéressants. Je voulais que tu nous expliques en fait voilà, d'où c'est né ce rapport et puis quelle est la méthodologie que vous avez appliquée ces 25 dernières années, puisque cette année c'était les 25 ans. Et que tu nous racontes un petit peu les findings de ces études, c'est au fil de l'eau, et puis également, bien entendu, cette année. Tout à fait. En fait, la genèse de ces rapports, c'est vraiment qu'on ait un point de vue, que Capgemini ait un point de vue dans l'industrie, sur une industrie donnée. Et du coup, tout au long de l'année, nous publions des rapports dans le secteur bancaire et dans le secteur de l'assurance. Nous commençons l'année avec la banque de détail. Pourquoi on fait ça ? Pour pouvoir accompagner nos clients, qui sont les banques, les assureurs, etc., sur l'évolution de leur industrie et comment elles doivent se transformer, et principalement transformer d'un point de vue digital, qui est notre cœur de métier. Pour te parler du Wealth Report, c'est notre plus vieux rapport, le plus mature. Nous avons interviewé cette année 2900 High Net Worth Individuals, qui sont des personnes qui ont $1 million de cash disponible, en fait, en dehors de leur résidence principale. Et partout dans le monde ? Partout dans le monde, 26 marchés à qui on a posé des questions. Donc on a interviewé 2900 High Net Worth Individuals, qui sont le end consumer. On a interviewé plus de 100 patrons de Wealth Management Firms, qui est très intéressant puisqu'on a le point de vue de la stratégie. Et puis cette année, on a aussi interviewé 350 Wealth Managers. D'accord. Et quand tu dis Wealth Management Firm, tu inclus des family office, des banques privées, des gestionnaires de fortune indépendants, c'est ça ? Tout à fait. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit retenir, en tout cas sur ces 25 dernières années, si tu pouvais nous donner les grandes tendances d'évolution en matière de fortune au niveau mondial, que ce soit les pays où on va retrouver les plus grosses fortunes, les tendances en termes d'asset allocation. Est-ce que tu peux nous donner également des chiffres pour qu'on se rende compte de l'évolution de ces 25 dernières années ? On va commencer par les chiffres parce que je pense que ça parle bien. Déjà, le chiffre qu'on a révélé cette année, c'est tant la fortune en dollars qu'en population. Et on a identifié qu'on est quasiment à la barre des 80 000 milliards de dollars. Donc on est arrivé à 79,6 000 milliards de dollars, alors que l'année dernière, on était à 74. Donc on a eu, malgré le Covid, la fortune a augmenté, et elle a augmenté de 7,6% d'une année à l'autre. Et donc ça, quand tu parles de fortune, tu parles donc encore une fois d'actifs disponibles, de cash, de liquidité, d'actions, c'est ça ? Tout à fait. C'est donc la richesse créée par les High Net Worth Individuals, leur fortune cumulée des High Net Worth. Et du coup, quand on parle de qui ils sont, en fait, le chiffre qu'on a révélé, c'est qu'on avait dépassé la barre des 20 millions de High Net Worth Individuals. D'accord. L'année dernière, on était à 19,6 à fin 2019, et fin 2020, on arrive à 20,8 millions de High Net Worth Individuals. De nouveau, toute personne qui a de investable assets,
en excluant la résidence principale, de plus d'1 million de dollars. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont dans une seule banque. Ça veut dire que Solène a 1 million qui peut l'avoir dans différentes banques. Maintenant, j'ai révélé le secret. Solène a 1 million. Chut, fallait pas le dire. Ou plus d'ailleurs. Non, écoute, j'aimerais bien. Donc, les principales régions où on va retrouver des personnes nantis, c'est plutôt dans quelle région du monde? C'est aux États-Unis, j'imagine. Alors, aux États-Unis a été d'ailleurs, non seulement on va parler de la progression des régions, puis après je reviendrai sur où elles sont situées. En fait, l'Amérique du Nord est redevenue la leader en termes de population et de fortune depuis 2 ans. D'accord. L'Asie avait pris la pole position. En fait, on avait commencé le début du siècle, dans le rapport de 97, l'Europe était la première. Ah oui. Puis l'Europe a perdu face aux États-Unis, l'Amérique du Nord. Puis l'Europe a perdu face à l'Asie. Et les États-Unis ont été leaders pendant quelques années. L'Asie a pris le dessus. Mhm. Et l'Asie, logiquement, structurellement, va prendre le dessus. Et puis, on voulait voir ce qui allait se passer. Et en fait, l'Amérique a repris la main depuis 2 ans, l'année dernière et cette année, principalement, et ça ne va pas vous étonner, principalement grâce à la maturité ou à le développement du marché de l'equity aux États-Unis, où le Nasdaq a fait des bons l'effet marché. C'est l'effet marché. Et donc, dans quelle proportion on est US versus Asie, Europe, Afrique? Aujourd'hui, donc, sur ce point-là, on va parler en termes de fortune. En fait, sur les 79 000 milliards, 24 sont en Amérique du Nord, 24,3 sont en Amérique du Nord, 24 sont en Asie. Oui. Puis après, on passe en Europe, on est à 17,5. D'accord. L'Amérique latine n'arrive pas à 10, elle est à 8,8. Puis arrive le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc globalement, les grands acteurs de la place aujourd'hui, le premier, second ou second premier, c'est entre l'Amérique du Nord, drivé par l'Amérique, d'ailleurs par les États-Unis, par rapport au Canada, et suivi de très près, et conjoncturellement en deuxième position, mais structurellement en pôle position demain, l'Asie-Pacifique. D'accord. En termes d'allocation d'actifs, la part des equities est, je dirais, prépondérante. On retrouve en fait, finalement, ces 25 dernières années, moi, si je me souviens bien dans le rapport, quand même toujours une construction de portefeuille qui est assez, je dirais, semblable d'une année à l'autre, avec une prépondérance des marchés actions, puis de l'obligataire, puis du real estate, et puis des actifs alternatifs, c'est ça? Tout à fait. En fait, un point intéressant pour donner un chiffre derrière ça, quand on regarde les États-Unis par rapport au reste du monde, qu'est-ce qui a fait que les États-Unis ou l'Amérique du Nord a pris le dessus? C'est clairement la distribution dans l'equity. Mm-hmm. En fait, 38% du portefeuille de la richesse américaine était investi dans l'equity, contre 22% en Asie et 24% en Europe. Donc le equity, le stock market est forcément la dominante. On a regardé aussi, on compare énormément d'année en année, comme on a 25 ans d'information, les années de croissance et les années de crise. Et sans surprise, dès que ça va mal, les marchés vont tout de suite vers tout ce qui est cash et cash equivalent, qui est donc safe, moins rentable et safe. On l'a vu en 2002. Après la dot-com. On l'a vu en 2008, bien évidemment, mais on ne l'a pas vu maintenant. D'accord. Le Covid, flight to quality, c'est ça? Voilà. Ouais. Et en fait, l'investissement est resté clairement dans l'equity, parce qu'en fait, les marchés ou les high net worth individuals ont anticipé la reprise, et du coup, on a comparé, et j'invite tous tes auditeurs à aller sur le rapport worldwealthreport.com, et vous verrez comment, d'année en année, vous voyez l'évolution de la distribution de l'asset allocation. Et en fait, ça n'a pas bougé. On a pris une photo de 2018, de 2019, de 2020. Et en fait, anecdotiquement, ça a bougé. Mais globalement, on est resté énormément dans equity et alternative investment, qui a été la dominante. Le real estate, qui tient bien la route, puisque le real estate se développe énormément. C'est ce qui a maintenu l'Asie, d'ailleurs, en excellente santé. Et puis... Attends, juste, le real estate, c'est les marchés, par exemple, les real estate investment trusts, enfin, ce type de...
d'investissement. D'investissement, d'accord. Tout à fait. On ne parle pas d'achat de biens immobiliers ou. Alors, on en parle si c'est pas la résidence principale. D'accord. Donc ton premier château, il compte pas. Mais ce qui va juste après, il compte tout à fait. Donc ma résidence à Tenerife et mon chalet à la montagne. Ceux de là comptent, sachant que c'est un grand chalet d'ailleurs, hein, puisque pour qu'ils rentrent dans la... Exactement. Mais donc la résidence principale, on la sort de ça et on prend tout ce qui reste après. Et en fait, le real estate a très bien tenu, puisque non seulement tenu, mais il a très bien cru. Et le cash equivalent, il s'est maintenu parce que tout le monde a dans son portefeuille un pourcentage là-dedans. D'accord. Mais pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est non seulement, qu'on a montré ces chiffres, et c'est important de confirmer qu'il y a une croissance, mais surtout ce qu'on a révélé, c'est le changement du comportement du consommateur, le high net worth individuals, oui, qui maintenant demande ce qu'on appelle la hybrid advisory. Il a besoin d'être aux commandes. Il ne peut plus accepter d'aller rencontrer son conseiller et que son conseiller le guide dans ce qu'il fait. Il a besoin de ça, mais il le fait de moins en moins. Il le fait de plus en plus virtuellement, puisque pendant 1 an et demi, il a fait que virtuellement. Et surtout, il a besoin d'être en contact avec son portefeuille. Il a besoin de pouvoir faire ses downloads comme il veut. Il a besoin de signer ses contrats de façon digitale. Et le monde digital, même dans le secteur du high net worth individual, est là pour durer. Et ça, c'est le point important qui ressort du rapport. Alors ça, c'est vraiment sans grande surprise. Mais alors, ce qui m'intéresse, et je sais que ça a été révélé dans le rapport, c'est comment l'industrie, donc dans la grande masse, répond à ces attentes-là d'hyper-personnalisation, de digitalisation des interactions avec le wealth manager, avec le banquier. Comment l'industrie y répond actuellement et donc quels sont les enjeux pour les prochaines années pour y répondre ? Un point qu'on a révélé dans ce rapport et dont on parlait depuis déjà quelques années, c'est le gap technologique que la banque privée a eu. L'investissement technologique dans la banque privée a été, hélas, pas mis en avant les dernières années. Oui. Et du coup, il y a un vrai gap entre les attentes du consommateur, hyper-personnalisation, digitale, reconnaissance immédiate, multicanal, et ce que peuvent aujourd'hui offrir les banques privées, à des degrés divers. La banque qui souffre le plus de ça, c'est la Banque Universelle, qui aujourd'hui a beaucoup investi dans la banque de détail, parce que c'est là où les fintechs ont attaqué en premier, et qui aujourd'hui, avec l'arrivée des wealth tech, se rendent compte qu'il faut qu'elles rattrapent énormément leur retard. Ce qui est passionnant, c'est que la plupart des banques privées se rendent compte qu'elles ne le feront pas toutes seules. Et donc, le message qu'on poussait depuis sur la collaboration effective à l'échelle, qui était un discours pieux, j'aurais tendance à dire, devient une réalité. Et chacune des grandes banques universelles nous contacte en nous disant « accompagnez-moi, orchestrez-moi un écosystème avec les startups ». Et un des points qu'on a lancé dans ce rapport, on a lancé un concept qu'on appelle le OpenX Readiness Index, qui est en fait un benchmark mondial qui nous permet de savoir le niveau de préparation, le niveau de maturité d'une banque privée pour collaborer à l'échelle avec l'écosystème de start-up. Et comment vous le déterminez, ce ratio ? En fait, on a identifié 4 critères qu'on a appelés les people. Est-ce que les équipes de la banque privée sont prêtes à le faire ? Donc les people, on appelle ça les 4 piliers de la collaboration effective, les people. Le business, est-ce que le business est prêt à adopter de nouvelles approches ? On en parle tous, hein. Ouais. Il n'y a qu'à faut que, mais à un moment donné, une chose c'est de faire un POC, un truc sympathique, et de faire une accolade, de dire j'innove, et autre chose c'est de le faire à l'échelle. Donc people, business, technologie. Est-ce que vous avez la plateforme pour connecter, sachant que le monde des startups arrive avec quasiment une clé USB et peut vous offrir une solution de qualité. J'exagère avec la clé USB bien sûr, mais c'est un plug and play. Oui, pratiquement. Ouais. Et puis le dernier point, c'est la finance. Est-ce que vous êtes prêt à financer cette innovation ? Et il faut faire attention aussi, tout le monde vous dit oui, j'ai des fonds d'innovation. Il y a 10 000, 50 000, 100 000 euros. Le problème, c'est que l'innovation coûte cher aussi. Et surtout, est dans la durée. Du coup, on a donc nos 4 piliers, c'est les people de l'équipe, de la banque, le business, willingness to adopt, la technologie, plug and play, et finalement la finance, prêt à financer. On appelle ça donc les 4 piliers. Mais on s'est dit aussi que ça ne suffisait pas d'avoir les piliers de l'innovation, il faut avoir les moments de l'innovation. Et donc on a identifié les 4 moments de l'innovation. Le premier, le plus facile, c'est la open innovation.
Est-ce que vous rencontrez l'écosystème? Et là, tout le monde dit, ouais, on fait plein de hackathons, on fait plein d'activités, c'est superbe. Fabuleux. Ça, c'est bien parce que vous rencontrez l'écosystème, vous ouvrez votre esprit. Mais notre second point, c'est l'évaluation. Comment allez-vous de beaucoup d'options à très peu d'options, les bonnes options? Capgemini a développé un programme qu'on appelle le Capgemini Scale-Up Qualification. On évalue les meilleurs pour collaborer. On en reviendra là-dessus quand on parlera du use case. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'acculturation. Que faites-vous pour que vos people, monsieur le banquier, et les people de la scale-up puissent travailler ensemble? On vient de planètes différentes, faut pas oublier ça. Certes. Et finalement, le dernier point, c'est l'industrialisation. Combien de ces projets montent à l'échelle? Et du coup, en tant que bon consultant, maintenant j'ai une matrice de 4x4. J'ai mes 4 piliers et mes 4 moments. Et à travers une batterie d'interviews et de rencontres, c'est très léger comme exercice. Ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas non plus très lourd. On arrive à donner un score. Monsieur le banquier, dans le critère people acculturation, vous êtes mieux, moins bien que vos concurrents. Et voici la roadmap pour que vous rattrapiez le retard. D'accord. Et les résultats sont intéressants. C'est-à-dire, ils sont... pas de langue de bois. Pas de langue de bois, loin de là. En fait, les banques, ce qui est passionnant, quand on a commencé à faire ce travail, tous les banquiers m'ont dit, vous n'allez rien m'apprendre. Et je trouve ça super. Je dis, mais au moins, on va vous le confirmer. Il me dit oui, et c'est pour ça que je veux le faire. Et alors? Et en fait, ils ne sont pas là. Les banques privées ne sont pas encore au rendez-vous. Ce qui est passionnant, c'est que... C'est-à-dire, pourquoi tu dis ça? Parce que pour résoudre un problème, il faut en être conscient. Je ne pourrai jamais traiter le mal si tu n'en es pas consciente. Et j'ai vraiment l'impression que ce OpenX Readiness Index a révélé où en sont les banques, à savoir très peu en avance par rapport aux banques de détail. Tu as eu très peu en avance, c'est une façon très positive de dire les choses. En fait, très en retard aujourd'hui, mais conscientes de leur retard. D'accord. Et du coup, elles se donnent les moyens de le faire. Et on commence à avoir des Chief Innovation Officers, non seulement pour la vitrine, mais pour l'action dans la banque privée, qui est déjà une bonne étape. Alors, tu parlais des family office. Le family office, c'est vraiment... Alors, il y a vraiment... Ça englobe beaucoup d'acteurs très disparates. Il y a les gros family office qui ont vraiment derrière des outils qui permettent de véritablement digitaliser les interactions avec les clients. Puis des plus petits family office avec presque des one-man show qui aident quelques familles, ou donc des single family offices. En quoi la croissance et le développement très rapide en nombre de ces acteurs-là change également l'industrie et finalement complexifie la relation du banquier du wealth manager avec son client? En fait, le family office est un in-between. Il commence de plus en plus à être le tiers de confiance et du coup, il prend la place de la place privilégiée du banquier privé. Et alors, il faut être réaliste aussi, ça reste une toute petite population. Avoir un family office n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est pas parce que j'ai 1 million de côté qu'un family office va s'occuper de moi. Donc en même temps, c'est pas non plus c'est pas la fin, loin de là, de la banque privée personnalisée. Mais clairement, aujourd'hui, il y a un tiers de confiance qui est beaucoup plus proche, qui est beaucoup plus concentré, qui est beaucoup plus précis, contrairement aux banques privées qui sont dans du volume, malgré tout, pour pouvoir gérer les portefeuilles. Le family office aussi apporte de l'éducation. Et un des points qui ressort du rapport, c'est le sustainable investment. Le high net worth individual veut du sustainable investment, de l'investissement durable, mais il ne le maîtrise pas. Tout comme il ne maîtrise pas les crypto-monnaies, tout comme il ne maîtrise pas les SPAC, mais il entend parler. Et du coup, il a besoin d'un tiers de confiance pour l'éduquer. D'accord. Et les family office jouent très très bien ce rôle, puisqu'ils sont beaucoup plus proches, beaucoup plus disponibles, beaucoup plus personnalisés, et beaucoup plus dans la sensibilité du client. Mais donc ça s'adresse quand même aux ultra high net worth, mais donc pour la population des personnes qui ont des fortunes plus réduites, donc une surface financière moins importante, comment ce besoin est adressé? Du coup, il y a de la place pour des nouveaux arrivants, là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, il y a de la place pour 2 personnes, ou 2 entités. Les nouveaux family office aggregated, donc un family office pour beaucoup de high net worth individuals de première catégorie, donc les 1 à 5 millions. Mais il y a aussi de la place pour les wealth tech qui arrivent et qui prennent ce marché. Mais il y a aussi une autre opportunité qu'on a révélée, c'est les mass affluent, qui est la catégorie qu'on a identifiée de
100 000 à 1 million. Donc les wannabe high net worth individuals qui sont en train de créer de la richesse. Et il y a eu beaucoup de richesse qui a été créée avec tout l'argent public qui a été injecté dans l'économie dans le monde cette année, plus le stock market qui s'est très bien développé, plus la tech industry qui est très bien développée. Il y a une énorme population de new wealth, et on l'appelle la new wealth tech, la nouvelle richesse créée à travers la tech qui arrive. Et du coup, cette population est une population qu'il faut savoir adresser. C'est une population de masse, de rentabilité relative, parce que c'est une population qui est habituée au zero fee trading, qui vient des Robinhood et autres. Et ces gens-là, on ne pourra pas prendre une transaction sur leur... les fees sur la transaction. On pourra pas, et ces gens-là vont demander une évolution de la gestion qui va aller de passer du Assets Under Management Percentage Fee à Performance Fee. Et du coup, c'est un changement profond. Et là, on en a abordé plusieurs. Des segments de population différents, de l'éducation différente, des asset classes différentes, crypto-monnaies, SPAC. Et puis, un dernier point qui apparaît énormément en ce moment, on avait fait une session spéciale là-dessus, c'est cette richesse qui a été créée à travers la tech, où va-t-elle ? Et en fait, là, j'en profite. En fait, on a créé un comité exécutif auquel tu as participé. Et nous avions 14 personnes, 14 penseurs et points de vue de l'industrie du wealth. Et on les a amenés à réfléchir sur différents sujets. Un des sujets a été comment la richesse créée à travers la technologie est-elle réinjectée dans l'économie ? Traditionnellement, un industriel va voir sa banque privée, lui dit j'ai vendu mon bien, je vous donne les 50 millions, vous les gérez. Et puis maintenant, en fait, on s'est rendu compte que cette nouvelle richesse se distribue sur 3 piliers. Un tiers, globalement, va au wealth manager en lui disant préparez ma retraite à long terme et protégez-nous. Donc soyez agressivement protégés, si je peux le dire comme ça. Un second tiers est réinjecté immédiatement dans l'économie à travers les investissements directs dans des startups. Et d'habitude, la personne qui investit s'investit elle-même dans la startup. Comme business angel. Comme business angel, mais gros angel. Oui. Et la troisième partie, il crée des fonds. C'est là où toute la partie des VC, des nouveaux VC, qui sont aussi une concurrence aux banques privées et aux VC traditionnels ou institutionnels, commence à se développer. Et du coup, moi j'ai vendu ma propriété, mon bien, j'ai dégagé quelques millions, tu as vendu ta start-up, tu as dégagé quelques millions, et on crée des syndicats d'investissement qui sont totalement en marge des canaux traditionnels. Tout à fait. Ouais. Et on met ça dans un SPAC et on le fait. Exact. Alors, intéressant, on n'en a pas parlé, on n'a plus beaucoup de temps, Elias, mais j'aimerais quand même que tu nous dises un mot. Alors moi, ça me surprend quand même que les big tech ne se soient pas davantage positionnés sur ce secteur-là. Est-ce que vous avez analysé ce sujet-là ou pas ? On l'a analysé et en fait, elle se positionne. En fait, on a trop tendance à regarder les big tech aux États-Unis et on ne regarde pas assez les big tech en Asie. Et les big tech asiatiques se positionnent beaucoup plus. Les Alibaba, les Alipay sont beaucoup plus déjà présentes sur ce marché. Mais soyons réalistes, elles ne sont pas dans le ultra high net worth individuals. Elles n'ont pas besoin de le faire en fait. Elles sont dans le mass affluent et dans le premier tiers, en asset allocation et asset management. Elles y sont aussi parce que tous ces high net worth individuals ont un pourcentage significatif de leur investissement investi dans les big tech. Mais pourquoi les big tech n'y vont pas ? Parce qu'en fait, elles n'ont pas besoin d'y aller directement. Elles vont devenir le point de référence. Et le meilleur exemple qu'on cite régulièrement, c'est Googleplex, qui est plus positionné retail pour l'instant. Tu peux nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît ? Googleplex, c'est un nouveau concept que Google a annoncé, qu'ils vont lancer en 2021. Ils vont le lancer aux États-Unis, puis on pense qu'ils vont l'étendre ailleurs. C'est de dire, Google aujourd'hui sait beaucoup de choses sur moi. Il sait où j'habite, il sait où je me déplace, il sait ce que j'ai envie d'acheter, il sait avec qui je suis, il connaît mon parcours, mais il a encore une vision limitée sur mon profil financier. Il a Google Pay, mais Google Pay, c'est qu'une partie de mes transactions, c'est le petit ticket. Et en fait, ils vont lancer Googleplex, qui va être une plateforme de la fameuse super app de Google, dans laquelle il y aura du paiement et il y aura du bancaire. Et pour cela, ils ont appelé les grandes banques de la place, et il y a déjà aujourd'hui 8 banques
aux États-Unis qui ont levé la main, dont Citibank, dont BBVA. Et puis, il y a beaucoup de banques régionales, locales et des Union Banks qui ont dit, nous, on veut faire la plateforme bancaire pour la super app de Google. Et donc, c'est une façon de dire, les big tech n'ont pas forcément besoin d'être régulées. Oui. Elles peuvent travailler en mode coopération Oui. avec les banques traditionnelles, qu'elles soient privées ou de détail, pour pouvoir offrir une offre super app à leurs consommateurs. Excellent. Très intéressant. Alors, je m'étais dit, on va quand même prendre le temps de parler d'un use case sur lequel vous avez travaillé avec un de vos clients, parce qu'on parle donc de digitalisation, d'amélioration des processus. Vous avez identifié pour un de vos clients un besoin particulier et il y avait un match. Donc, j'imagine que vous avez utilisé votre matrice pour valider que cette implémentation était faisable. Est-ce que tu pourrais nous décrire, sans forcément citer le nom du client, mais le besoin qui avait été relevé par votre client, qui est, j'imagine, une banque, et comment vous y êtes pris pour déployer ce produit technologique on behalf de votre client et en collaboration, j'imagine, avec ce client-là? Tout à fait. En fait, c'est une banque privée suisse qui a dit, aujourd'hui, j'ai besoin de digitaliser mon parcours de onboarding. De bout en bout. Et en fait, c'était intéressant parce que c'était avant le Covid. Toutes les banques... Ils ont bien c'est bien. senti le truc venir. Voyez, des fois, il y a des coups fabuleux à faire. Et en fait, toutes les banques qui réfléchissaient, certains sont passés à l'action. Et donc, la banque dont je vais te parler, elle est venue nous voir en nous disant, j'ai aujourd'hui un parcours d'onboarding qui est manuel, qui est basé sur le contact humain, mais ma clientèle est une clientèle internationale et j'ai besoin de pouvoir les onboarder de façon digitale. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et donc pour cela, on a utilisé une méthodologie que nous avons chez Capgemini qu'on appelle Innovation as a Service with Scale-Ups. Et le principe de cette approche est de dire, on va résoudre un problème métier, donc le onboarding dans ce cas-là, en utilisant un écosystème de scale-up qu'on aura qualifié grâce à la Capgemini Scale-Up Qualification et on va orchestrer l'action. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié le problème, on s'est assis avec le banquier pour comprendre où étaient les gaps dans leur chaîne de valeur. On n'est pas là pour tout remplacer. Donc, vous étiez au niveau du front. Vous êtes allé vous asseoir avec le front. Mais non, on s'est assis avec tout le monde. D'accord. Et pour comprendre comment ils le faisaient aujourd'hui. Il faut penser que l'innovation n'est pas là pour casser quelque chose. Elle est là pour réparer quelque chose. Et on n'est pas là pour effacer quelque chose, mais pour complémenter quelque chose. Et du coup, on a analysé la chaîne de valeur et on s'est rendu compte où étaient les failles qu'ils avaient aujourd'hui. Et toute faille peut être améliorée en build and buy. Le seul problème, c'est que le build and buy coûte cher et prend du temps. Donc nous, notre point de départ est de dire, on va vous donner une solution qui sera à l'échelle d'ici entre 9 et 12 mois et dont la construction, pas forcément la montée à l'échelle, mais la construction vous coûtera entre 500 et 1 million d'euros. C'est ça le mot-clé. Et pour faire ça, en fait, il faut forcément le faire avec des briques qui existent déjà. Donc on a identifié la chaîne de valeur. On est allé sur la place de marché. On a identifié aussi les contraintes, puisque la Suisse a ses contraintes réglementaires. Ah ça. mais tout comme tout autre pays. Non, tout à fait. Et donc, il y avait certains points dans la chaîne de valeur qui devaient être des boîtes suisses. C'était pour pouvoir répondre à la contrainte. Et du coup, avec cette liste de contraintes, avec cette vision à 12 mois, avec les trous dans la raquette, on est allé, on a repéré les différentes startups qu'il y avait sur la place. On les a qualifiés, donc on est passé de beaucoup à très peu, et on a identifié 4 en fait dans la chaîne de valeur. Une qui arrive à faire le CRM, le e-CRM, la deuxième qui va faire le e-onboarding, donc le e-KYC, pardon. Du e-KYC, on va passer au e-contract, et du e-contract, on va passer à la protection des documents. Et de là, on va tout rebasculer dans le CRM principal de la banque. Donc vous avez identifié 4 prestataires pour faire ça, et du coup vous avez contractualisé, vous avez négocié avec les prestats on behalf au nom de vos clients. Exactement. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a 2 types de clients. Il y a des clients qui vous disent, moi je veux être en contractuel avec chacun des prestataires. Et dans ce cas, nous, on se positionne en intégrateur de l'expérience. Ouais. Et donc, c'est une relation tripartite. Ou d'autres nous disent, non, moi, je vous fais confiance, Capgemini.
je veux que vous soyez le front. Et dans ce cas, vous ramenez tout le monde derrière vous, vous contractualisez avec tout le monde, et moi je contractualise avec vous. Intéressant. Et dans ce cas-là, vis-à-vis de la FINMA, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des logiques de sous-traitance derrière. Tout à fait. Et donc, en fonction du moment de cette expérience, quand la FINMA requiert une présence locale, Oui. enfin une homologation locale, et dans ce cas, ce sera la start-up, la scale-up qu'on a identifiée, qui est FINMA compatible ou qui est FINMA certified, qui va être en front par rapport au régulateur. D'accord. Et c'est ce qui est important, je pense que... Du coup, c'est génial, ça peut ouvrir le marché à des scale-up pas forcément suisses, dans ce cas-là. Mais qui doivent devenir certifiés localement. Oui, bien sûr. C'est Mais ça. donc, ça veut dire que tu t'ouvres un marché potentiellement. Ouais. Exactement. Et pour moi, si je peux me permettre ici, un point très important, c'est que les banques privées sont conscientes maintenant qu'elles ne peuvent plus tout faire toutes seules. Et ça, c'est un moment clé, le moment magique, où elles se rendent compte que les scale-up ont une certaine maturité. En fait, nous avons lancé récemment le World FinTech Report, dans lequel on a mis en avant que maintenant, la FinTech avait mûri. On est passé de la phase de popularité à la phase de disruption, à popularité, à maintenant ce qu'on appelle la rentabilité, profitability. Et quand une société devient rentable, elle devient scaled. Et du coup, devient un partenaire de choix dans la durée. Et c'est ça l'opportunité pour l'écosystème des banques privées de travailler avec un écosystème mature que nous définissons les scale-up pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. Très intéressant. Écoute, j'avais encore plein d'autres questions pour ce use case. C'est très frustrant, mais j'essaie de rester dans les temps. Est-ce qu'on peut quand même dire un petit mot sur le FinTech Report, parce qu'il est sorti très récemment également. C'est quoi, allez, en 2 minutes, les findings de ce FinTech Report? On a donc il est sorti le fin mai. Et de nouveau, FinTech World Report, celui-là, on a inversé les termes. fintechworldreport.com, vous pouvez le downloader. 2 messages clés. La FinTech mûrit. Et donc, ce n'est plus un joueur dont il ne faut pas faire attention. Il faut vraiment les prendre en compte, premièrement. Ça, c'est d'un côté. Donc, en fait, le rapport avait 2 piliers. Le monde de la FinTech et le monde de la banque. Et en fait, le titre du rapport, c'est Banking in the FinTech Era. Alors qu'il y a quelques années, c'était FinTech in the Banking Era. Et tu vois, ça veut tout dire. Hein. Ouais, et donc, la deuxième partie du rapport, c'est comment les banques peuvent rester... logique, le terme ne vient pas en français, importante ou intéressante pour le consommateur avec cette époque où les fintechs sont de plus en plus top of mind. On va être très simple, chacun de nous aujourd'hui ne recommande pas sa banque à son meilleur ami. Il la propose à son meilleur ennemi peut-être, mais il ne la propose pas à son meilleur ami. Alors qu'on propose facilement une Revolut, une N26 ou quel que soit l'autre, parce que ces boîtes-là apportent une expérience. Et du coup, la deuxième partie du rapport, c'était comment les banques peuvent offrir une expérience digitale de bout en bout pour pouvoir concurrencer les fintech. Donc, banking in the fintech era. Et 2 points qui ressortent énormément de ce rapport, c'est attention, quelle que soit la boîte que vous créez, elle a besoin de 5 ans pour être rentable. Or, un banquier, aujourd'hui, n'a pas 5 ans devant lui. Premier point. Et deuxième point qui ressort énormément, c'est ce qu'on a appelé la cannibalisation stratégique. Ah oui, ça. Il faut accepter que la banque fille, donc la digital bank de n'importe quelle banque, prenne des clients de la banque mère. Ça, c'est compliqué, ça. Et c'est extrêmement compliqué. Et en fait, on a analysé dans le rapport plusieurs banques digitales de grandes banques traditionnelles de par le monde. Qui ont raté à cause de ça. Qui ont raté. Et on a eu l'occasion d'interviewer énormément de ces banquiers. Et la raison pour laquelle elles ont planté, c'est la maison mère ou la banque initiale, où les agences n'acceptaient pas, ne recommandaient pas aux consommateurs d'aller voir la seconde banque. Et les seuls qui ont réussi, c'est ceux qui ont changé de nom. La banque fille ne s'appelle pas comme la banque mère, elle n'est pas brandée banque mère, et elle est complètement autonome, mais... Également en termes de personnes. De personnes. Et on ne recycle pas des gens... on recycle un tiers. En fait, d'ailleurs, le mot recycler n'est pas beau, mais le bon mix, c'est... Et en fait, on détaille énormément le cas de Marcus, by Goldman Sachs. Oui, bien sûr. Et on a eu l'occasion de... D'ailleurs, le responsable de Marcus faisait partie de notre comité. Et il nous a dit, nous, quand on a créé notre équipe, on a fait 3 tiers. Un tiers de Goldman Sachs, parce qu'il y a une expérience qu'il faut amener et une certaine culture qu'il faut amener. Mais sur quelle fonction ? Sur des fonctions
risque. Ouais, c'est ça. Logique. C'est-à-dire sur du réglementaire, c'est des C'est fonctions... les cœurs métiers. Oui, mais non, justement, parce que le cœur du métier d'une banque, c'est pas le réglementaire. Mais ceci dit, tu es quand même obligé d'être dans une zone de confort Bien sûr. alignée avec celle du groupe. Exactement. Voilà. Donc, mais c'est quand même toujours sur ces fonctions-là que tu vas retrouver des gens du siège. Exactement. Ouais. Et c'est important parce que c'est le canal historique qu'il faut respecter. Donc un tiers venant de la banque, un tiers venant des fintech. Donc là, break the mold, changer la façon de faire. Et le troisième tiers qui est le plus intéressant, c'est des gens qui n'ont strictement rien à voir avec le secteur bancaire. C'est du retail, c'est de la hospitality, c'est du e-commerce. Oui. Et ces gens-là étaient là pour dire, mais pourquoi ? Mais tout à fait. Pourquoi Ouais, ouais. on le fait comme ça ? Tout simplement. Ouais. On a analysé un autre cas, une banque au Vietnam, avec une population qui est beaucoup plus jeune et beaucoup moins aisée. Ouais. Et eux, ils ont dit, la première personne qu'on a embauchée était un psychologue et la seconde personne qu'on a embauchée était un sociologue. Parce Intéressant. qu'on a voulu créer la super app pour le consommateur vietnamien qui est jeune, qui est très mobile, qui n'a pas le temps, qui veut pouvoir faire son KYC une fois pour toutes Ouais. et qui veut pouvoir acheter et vendre tout et à tous les coins de rue. Ouais. Et donc voilà. C'est top. Très intéressant. Merci Elias. Est-ce que, avant de se quitter, tu pourrais nous recommander un livre, comme je le demande à chaque fois ? Oui, en fait, ça n'a rien à voir avec ça, mais le livre que je suis en train de lire maintenant, c'est Les guerres parallèles. C'est en fait 2 colonels chinois qui ont écrit un livre il y a quelques années en disant la nouvelle guerre n'est pas une guerre traditionnelle. On ne définit pas la guerre en fonction des armements qu'on a. On définit la guerre puis on développe les armements qu'on a. Alors pour ramener ça à notre monde actuel, c'est que la cyberattaque, la data attaque, qui sont des points qu'on rencontre dans le secteur privé, sont beaucoup plus importantes que la banque d'en face, qui va mettre 10 conseillers, et moi je vais en avoir 12, et du coup je vais gagner. Et en fait, la guerre n'est plus là. Ouais. La guerre du mind share, ça va se jouer beaucoup plus en amont, beaucoup plus dans des alliances avec qu'est-ce que je vais faire avec les Google, qu'est-ce que je vais faire avec, pour moi, le meilleur exemple restera toujours Apple Pay. Ou Apple Pay, lorsque Apple Pay est venu dans chacun des pays, Ouais. toutes les banques C'est vrai, ça. de Tier 1 On ont en a dit déjà parlé. jamais. Ouais, ouais. On my dead body, jamais. Et puis arrive une banque Tier 2, qui n'a rien à perdre mais tout à gagner, qui prend Apple Pay et qui se positionne comme la banque innovante. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Toutes les banques de Tier 1 rappliquent et le font. Ouais. Et du coup, le projet Googleplex, pour moi, c'est la bonne réaction de ces banques qui ont dit « J'ai loupé le coche sur Apple Pay, Ouais. je ne louperai pas le coche sur Googleplex. » Et du coup, je rejoins le bateau amiral, le nouveau bateau amiral rapidement. Ouais. Et donc moi, je pense que la banque, pour faire le lien avec le livre que je lis, c'est tout en préservant la façon traditionnelle de faire, parce que les batailles vont quand même avoir lieu sur le terrain, il faut que nos excos réfléchissent à la nouvelle bataille, qui est la bataille de la data, qui est la bataille de la cyber, qui est la bataille des crypto-monnaies, qui est la bataille des nouveaux acteurs, qui sont rien d'autre que des réseaux sociaux. Ouais. Merci Elias. À bientôt. Merci Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!